toutes et toutes, bienvenue dans les Actus d'Émilie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible, clivant, mais absolument essentiel, les antivax. Pourquoi certaines personnes refusent les vaccins? Elles ont raison de douter? Est-ce qu'il faut les écouter ou au contraire, est-ce qu'on assiste à une dérive collective qui met en danger la santé publique? Je vais vous raconter l'histoire de ce mouvement, ses arguments, ses excès, ses mécanismes psychologiques et je vais aussi vous parler un peu de moi parce que j'ai moi-même traversé une phase de défiance. Commençons par un peu d'histoire. Contrairement à ce qu'on pense, la résistance au vaccin n'est pas née avec le Covid. Dès la fin du XVIIIe siècle, au moment des premières inoculations contre la variole, il y a eu des protestations. Au XIXe siècle, en Angleterre ou en France, des ligues anti-vaccins sont apparues, accusant l'État de violer les libertés individuelles. On retrouve déjà les grandes lignes de ce qu'on entend aujourd'hui. La peur de la piqûre, la méfiance envers les élites, l'idée d'un complot sanitaire. Aujourd'hui, la défiance envers les vaccins est nourrie par plusieurs choses. D'abord, la perte de confiance dans les institutions. Les scandales médicaux comme le Mediator ou la Dépakine ont profondément abîmé la crédibilité de l'industrie pharmaceutique. Ensuite, il y a les réseaux sociaux qui ont démultiplié la vitesse à laquelle une info ou une intox peut circuler. Et enfin, il y a une profonde crise de sens dans laquelle les gens cherchent des repères, des réponses simples à des questions complexes. Les arguments des antivax, vous les connaissez sûrement. Le plus célèbre, c'est « les vaccins provoquent l'autisme ». C'est totalement faux. Cette idée vient d'une étude publiée en 1998 par un médecin britannique, Andrew Wakenfield. Cette étude était frauduleuse. Elle a été retirée, le médecin a été radié, mais cette fausse info a continué à se propager. Autre argument, les vaccins contiennent des substances toxiques. C'est vrai qu'on y retrouve parfois de l'aluminium ou du formaldéhyde, mais ces adjuvants sont présents en quantité infime, bien en dessous des seuils de dangerosité. L'eau aussi peut être toxique si vous en buvez 6 litres d'un coup. Ensuite, il y a les théories plus radicales. On veut nous pucer avec la 5G. Le Covid a été inventé pour imposer un contrôle mondial. Les vaccins sont un outil de manipulation massive. Là, on entre dans un univers parallèle où la peur prend le pas sur les faits. Ce sont des théories du complot qui reposent sur l'émotion, pas sur des preuves. Et elles séduisent. Parce qu'elles donnent une explication simple, voire héroïque. Je ne suis pas un mouton, moi je sais. Ces discours ont en point commun, ils reprennent les codes des dérives sectaires. On vous dit que vous faites partie d'une minorité éveillée qui connaît la vérité. On vous dit que tout le monde vous ment et on vous isole dans une communauté où la critique est interdite, où tout ce qui ne va pas dans le sens du groupe est rejeté. Et très souvent, derrière ces discours, il y a de l'argent, des coachs bien-être, des naturopathes, des vendeurs de compléments ou de formations qui profitent de cette défiance. Donc oui, il y a un vrai business autour du doute. Moi aussi, j'ai douté. Pendant des années, je n'ai pas fait vacciner mon fils. J'étais dans un milieu alternatif. J'avais lu beaucoup de livres critiques sur la médecine. J'écoutais des gens qui me semblaient intelligents, bienveillants. Je pensais protéger mes enfants. Et je comprends que beaucoup de gens aujourd'hui soient encore dans ce raisonnement. Mais après le Covid, j'ai commencé à creuser. J'ai lu des livres sur les dérives sectaires, sur la mécanique du doute. Et j'ai compris comment des idées séduisantes peuvent se transformer en prison mentale. Aujourd'hui, je crois profondément en la science, mais aussi dans la pédagogie, l'écoute et la nuance. Alors, comment on fait pour parler à quelqu'un qui est devenu anti-vax ? D'abord, on ne le ridiculise pas, on ne lui balance pas « t'es débile, t'es complotiste », ça ne sert à rien, ça ferme la porte. À la place, on pose des questions, on écoute, on explore avec la personne ce qui l'a amené à croire ce qu'elle croit. Et on lui propose d'autres chemins. Pas pour avoir raison, mais pour ouvrir un espace de réflexion. Pour finir, je dirais que la méfiance envers les vaccins n'est pas un délire. Elle a des causes, elle a une histoire, elle peut être comprise. Mais quand cette défiance devient une croyance figée,
alimentée par des fake news et qu'elle met en danger les autres, là, ça devient un problème collectif. Et on ne le résoudra pas uniquement avec des chiffres, mais aussi avec de l'humain, de l'écoute et de la clarté. Si vous voulez en savoir plus, voici quelques sources très sérieuses que je vous recommande. Antivax, la résistance au vaccin du XVIIIe siècle à nos jours de Françoise Salvadori et Laurent-Henri Vigneault, Pasteur et les antivax de Jean-Luc Chapeille, Contre les vaccins, la mécanique des doutes de Michel Morange, l'article Les antivax, symptômes de nos défaillances politiques sur Reporter, la série documentaire Citizen Facts et son épisode sur le discours antivax et conspirationniste, et aussi en contre-exemple le film Hold Up, très critiqué pour son usage de fausses informations. Dans le prochain épisode, on va aller plus loin. Épisode 5, complotisme, pourquoi on y croit? On verra comment les théories du complot fonctionnent, pourquoi elles séduisent, quelles sont leurs mécaniques psychologiques et comment elles s'immiscent dans les milieux même les plus inattendus. Spoiler, personne n'est à l'abri. Merci de m'avoir écouté, c'était les Actus d'Émilie. Prenez soin de vous et gardons l'esprit ouvert et critique. À très bientôt. And I know someday that it'll all turn out. You'll make me work.